Pour Marion, 40 ans, un instant de bonheur et de liberté. Un défi pour oublier son corps brisé. Ça mérite la bise? Comment ça va, Marion? Marion a été victime d'un grave accident de la route il y a 17 ans. Merci! Parfait! L'inconscience d'un homme l'a clouée dans un fauteuil. Elle n'a plus l'usage de ses jambes et a une mobilité réduite de ses bras. C'est un peu dur, quoi. Je me bats tous les jours. Je suis vivante. Mais mon corps a été tué, quoi. Voilà, je l'ai plus, ce corps. Mais ma tête, elle est là. Voilà. J'ai encore mon sale caractère d'avant. J'ai ma tête qui est là. Mais mon corps, il a été tué, quoi. De sa vie d'avant, cette célibataire n'a rien gardé. Alors étudiante, elle a jeté toutes les photos d'avant le 10 février 2003. Un gros carambolage ce matin sur l'autoroute A8 à hauteur de Fréjus. 9 voitures se sont percutées aux alentours de 7h30. Marion suivait un 4x4 équipé d'une remorque. Le chargement était trop lourd et surtout, le conducteur roulait trop vite. La remorque s'est mise à trembler, et puis la remorque s'est détachée. J'étais juste derrière. Je me suis pris la remorque avec la pelleteuse. La pelleteuse m'a écrasée dans la voiture, quoi. Et je me suis pris une dizaine de véhicules qui m'ont encastrée par derrière, quoi. Moi, j'en ai un de souvenir de l'accident et qui me revient régulièrement. C'est le bruit de la tôle que ça a fait. Parce que ça fait un gros bruit de tôle. Je me rappelle de ça et après, tout ce que je me rappelle et qui revient des fois régulièrement dans mon sommeil quand je suis pas bien, c'est les bruits des machines de réanimation. Le rayon de soleil de Marion, ce sont ses nièces, dont elle s'occupe quotidiennement. Marion peut avoir des enfants, mais elle y a renoncé. La personne qui m'a créé l'accident m'a volé ma vie de jeune fille, parce que j'ai eu mon accident à 23 ans, m'a volé ma vie de femme et m'a volé ma vie de mère. Voilà, c'est pour ça que je me comble d'amour avec mes nièces et qui me le rendent énormément, quoi. Le conducteur du 4x4 qui a causé l'accident de Marion a été condamné à 8 mois de prison ferme. Selon elle, il n'a jamais eu un mot d'excuse. Comment changer les comportements des délinquants routiers? Comment la justice et les victimes font-elles face à l'inconscience, voire au déni des chauffards? Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. En 20 ans, notamment grâce aux radars automatiques, la mortalité routière a baissé de plus de moitié en France. Cependant, l'an dernier, 3239 personnes ont encore perdu la vie sur la route. Nous avons suivi le travail des policiers et gendarmes dans le Var, département où le nombre de morts a augmenté de 11% l'année dernière. Nous avons assisté aux audiences, au cours desquelles ces délinquants routiers sont jugés. Et si vous n'aviez pas été alcoolisé, vous auriez peut-être compris qu'ils vous cherchaient à vous contrôler. Et nous avons accompagné les victimes, comme Marion, qui se rendent en prison à la rencontre des chauffards. Un mardi soir, 21h, près de Fréjus. Allez, pour l'alcool, on fait dans l'appareil, vous direz stop. Allez. Consommation d'alcool ce soir, monsieur? 2 bières. 2 bières et combien de temps? 1 heure. Ouais. Vous pouvez vous garer, s'il vous plaît, juste sur la droite, là? Le taux maximum autorisé est de 0,25 g par litre d'air expiré, l'équivalent de 2 verres de vin ou de bière. Non, non. Allez, vous soufflez sans vous arrêter, je vous dirai stop. Allez-y.
encore, allez-y, on tient, encore. J'avais pas dit stop. Ah ouais, 0,36. Vous êtes en dessous de 0,40, donc vous n'êtes pas en délit. C'est une contravention, monsieur. C'est une contravention de 90 € et une perte de 6 points sur votre permis. Ça fait cher le... Ah, ça fait cher le verre d'alcool, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon. On le sait, hein, qu'il faut pas... Oui, non, mais après, voilà. Faut pas boire quand on conduit. Allez-y, voici vous à côté de moi. Plus ennuyeux, l'homme est chauffeur routier. Donc là, vous recevrez ça directement à la maison. Hein. Et il ne lui reste que 6 points sur son permis. 6 moins 6, ça fait... Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 0. Hein. Vous reconnaissez l'infraction qu'on vous reproche, monsieur? À 0 points, oui, l'homme perd son permis. Oui. Et devra repasser le code et la conduite. Allez, avec le doigt, une signature directement ici, s'il vous plaît. Selon les experts, un taux d'alcoolémie comme le sien entraîne des troubles de la coordination, une baisse de l'attention et de la fatigue. Mais le routier ne semble pas vraiment en avoir conscience. Il y a quelqu'un qui a un éthylotest? Après, pour 2 bières, voilà. Tant pis. Vous regrettez? Bah, regretter, oui, on va dire oui, parce que les faits sont là, mais après, voilà, ils font leur boulot. 2 bières, voilà, j'estime que c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, après, voilà. Un de ses amis est chargé de ramener le conducteur, qui, cette fois, peut repartir avec son véhicule. En cas de récidive de conduite sous alcool, la justice peut décider de confisquer la voiture. Bonsoir, contrôle de l'alcoolémie. L'autre fléau de la route, ce sont les stupéfiants. Et là encore, ça ne tarde pas. Là, il y a des filtres, il y a des feuilles. Et vous me dites que vous avez fumé que cet été. Il y a un animal de l'esticé. Allez, je vous soumets au test. Pour les stupéfiants, tolérance 0. Il n'y a pas de seuil en dessous duquel la consommation est permise. Ce garçon a 17 ans. Il est soumis à un dépistage salivaire. Je préfère. Si vous êtes positif, on appellera vos parents automatiquement, vous êtes mineur. C'est bon, monsieur? Oui. Prenez un coup d'air, hein, parce que vous avez fumé la petite cigarette. Le dépistage ne prend que quelques minutes et détecte le cannabis, la cocaïne, le crack et les amphétamines. Allez, frottez bien. Frottez bien. Ouais, c'est bon. On est reparti pour 8 minutes. Le résultat du test est sans appel. On n'est pas encore aux 8 minutes, hein, on commence à voir le trait qui arrive dessous. L'adolescent est contrôlé positif, mais il nie avoir fumé depuis 3 mois. Je vais être obligé d'appeler les parents. Tu appelles ta mère, s'il te plaît, tu lui dis qu'elle vienne sur le rond-point. Il est positif au cannabis. Le déni, ici aussi. Sanction immédiate. Le jeune n'a plus le droit de conduire et doit laisser son scooter sur le parking qui se trouve en face. Sa mère vient le chercher un peu plus tard. En plus, je lui ai dit, fais attention sur la route. Nous sommes en période de vacances, il y a beaucoup de contrôles. Faut contrôler moi aussi. On pourrait le faire, mais non, on va pas le faire. Ne vous inquiétez pas. Et mon Merci. collègue. Monsieur, au revoir. Bon courage et merci. Au revoir, madame. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. L'adolescent risque une peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Il sera prochainement convoqué au tribunal de Draguignan. Depuis quelques années, le nombre de conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants a explosé. Comme l'adolescent au scooter, ce jeune de 22 ans a été interpellé en conduisant sous cannabis. Il est récidiviste et déjà soumis à des obligations de soins. Nous l'appellerons Grégory. Face à lui, le procureur Patrice Cambérou, qui a fait de la lutte contre l'inconscience sur les routes une priorité. Ici, une audience de plaidé coupable qui permet d'éviter un procès lorsque le mis en cause reconnaît les faits. En résumé, donc, la peine qui est proposée, c'est donc 3 mois de prison, d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve. Oui. Donc vous n'effectuerez pas de détention. Cette mise à l'épreuve durera 24 mois avec une obligation de soins et de travail.
Dans les soins, ça veut dire soins en addictologie, mais soins psychologiques aussi. Parce qu'il est probable que l'addiction soit liée à un besoin de j'ai plein de problèmes, donc je sais qu'il y a ça aussi qui joue. Donc moi, mon problème, c'est surtout ça en fait. C'est pour ça que moi, j'aurais voulu aussi un suivi aussi bien précis, quoi. Je vous laisse relire et signer à la dernière page. Grégory fait profil bas, mais pour combien de temps? Comme la justice lui a retiré son permis de conduire, pour ses déplacements, le jeune homme est dépendant de sa famille, notamment de sa grand-mère. Où c'est que je vais, là? Tout droit. C'est elle qui l'emmène à son premier entretien au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pendant 2 ans, cette conseillère est chargée de s'assurer qu'il respecte les obligations prononcées par le juge. Elle est là pour l'écouter et faire passer des messages sur les dangers de la drogue au volant. Bonjour. Je vous en prie, la première à droite. Devant elle, Grégory ne va pas tenir tout à fait le même discours Asseyez-vous. que devant le procureur. Alors, je suis Madame Marco. Oui. C'est moi qui suis chargée de votre accompagnement. Quelles sont les conséquences de la conduite en ayant fait usage du cannabis? C'est-à-dire comment je me sens quand je conduis? Je suis normal. Vous pensez qu'il n'y a aucun effet sur votre... Je vais vous dire un truc, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai passé mon code et mon permis, j'étais sous stupéfiant, j'ai tout eu d'un coup. Et je l'ai eu en 2 semaines, mon permis. Donc pour vous dire, ça change rien du tout, c'est des conneries. Je vous dis, c'est des conneries, ça c'est ce qu'on raconte à la télé. L'alcool, c'est pire que le bambou. Là, je bois une bouteille toute la journée, je me mets à boire, je serai pas bien à la fin de la journée. Alors toute la journée, je fume. Je serais bien, moi, encore. Je serais debout, je peux aller conduire, je peux faire tout ce que je veux. Grégory ne semble pas prendre conscience des dangers du cannabis au volant, en tout cas, quand c'est lui qui conduit. Ils sont pas pareils. Soit amoindri. Voilà, je sais que, par exemple, si je suis sous stupéfiant, peut-être je vais mettre 2 secondes à freiner. D'accord. Mais moi, perso, Après le passage piéton et l'enfant... Moi, de mon point de vue, je suis pas comme ça. Parce que je sais que quand j'ai fumé, je suis dans un état... Ben, je suis bien. Mais une fois que je suis sur la route, je fais attention, quoi. Vous me dites que vous maîtrisez quelque part, mais vous me dites aussi dans un autre temps que finalement, vous avez conscience que peut-être que sous cannabis, vous allez prendre plus de temps à freiner que sans... Non, ça, je suis conscient, mais moi, de mon point de vue, je sais pas, c'est pas vrai. Ça vous fait rien. Quand je vois que l'alcool, c'est en vente, je comprends pas. Donc, mais l'alcool est interdit au volant. Bah non, ils autorisent 0,10, non? Ou 0,25. Ah ouais, donc c'est stupide. C'est stupide. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de conduire sous stupéfiant, alors qu'un mec, il a le droit de conduire alcoolisé? Non. Bah si. Personne n'a le droit de conduire 0,25. Et s'il y en a un, il tient pas l'alcool, 0,25, c'est trop, déjà. Il a pas à pour une tolérance 0, alcool 0. Si cannabis 0, alcool 0, c'est tout. Vous avez d'autres questions? Non, nickel. C'était nickel. Eh ben, on se revoit dans... Grégory s'est engagé à transmettre régulièrement à sa conseillère des analyses de sang, prouvant qu'il ne consomme plus. Pendant 1 heure, sa grand-mère a attendu pour le ramener chez lui. Un temps qu'elle a visiblement mis à profit pour chercher, elle aussi, des solutions. Je sais pas, tu peux pas mettre des patchs ou des trucs comme ça pour arrêter? Ça se fait pas, ça? Des patchs pour le cannabis, ça n'existe pas. Bah, pour la cigarette. Bah, justement, si tu n'as pas envie de fumer, peut-être tu ne freineras pas l'autre non plus. Ouais, mais ça marche pas comme ça, hein. Ah. Ouais, tu vois. Grégory n'a plus le droit à l'erreur. Le moindre nouveau faux pas peut le conduire en prison. Une menace qu'il faut souvent brandir pour faire réagir les chauffards les plus inconscients. Cet autre conducteur a été interpellé il y a quelques jours pour usage et conduite sous stupéfiants. C'est la 3e fois. Jugé cet après-midi en comparution immédiate, il pourrait dès ce soir dormir en prison.
Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous. Alors qu'il était sous le coup d'un sursis, celui que nous appellerons Fabien, 22 ans, accro au cannabis, a replongé. La présidente lui fait la leçon. Les gens dans votre cas, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas dans le box, dans le cas d'une comparution immédiate, en se disant que le voyage en Provence verte à la maison d'arrêt de Draguignan est envisageable, vous voyez, tant qu'il n'y a pas eu ce moment-là, eh ben, voilà, le sursis mise à l'épreuve, tout ça, c'est, voilà. La mise à l'épreuve, c'est bien parce qu'on est suivi, mais je veux dire, ça ne change rien à votre vie, vous comprenez? Voilà. Mais là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire ce soir, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez tellement compris l'enjeu, quoi. Pour vous dire la vérité, toutes les fois où vous m'avez arrêté à moi, j'étais encore vraiment gamin, clairement gamin. Voilà, je n'avais pas la volonté d'arrêter. Là, maintenant, vraiment, je comprends. Mais depuis quand vous avez la volonté d'arrêter, là? Depuis quand? J'ai pris conscience que peut-être j'allais partir. Oui, mais quand vous en avez pris conscience? Ce matin? Non, malheureusement, comme j'ai signé le papier avec la procédure, comme quoi c'était la faute trop. Oui, ben c'était quand ça? Il n'y a pas longtemps. Oui, voilà. Donc voilà. Et vous savez, c'est habituel ça. Hein. C'est quand les gens sont dans le box là et qu'ils se disent le vent du boulet, il ne va pas passer très loin. Donc là, comme par hasard, on prend conscience, quoi. Bien. Autre chose, monsieur? Non? Décision tout à l'heure après la suspension d'audience. Bon, eh ben nous, on va les délibérer. Fabien a préparé ses affaires en cas de mandat de dépôt, synonyme d'incarcération immédiate. C'est l'heure du jugement. Alors, l'audience est reprise, asseyez-vous. Alors, en ce qui concerne la peine, au contenu de votre casier judiciaire, hein, monsieur, le tribunal vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Ferme. D'accord ? Par contre, il n'y aura pas de mandat de dépôt aujourd'hui. Merci, madame. Non, mais il n'y a vraiment pas de quoi. Alors, il faut quand même que vous compreniez une chose, c'est que c'est la dernière fois que vous avez une chance. Bien sûr, madame. Là, on a suivi la gradation, si vous voulez. Hein. Mise à l'épreuve, peine ferme. La prochaine fois, c'est la peine ferme avec le mandat de dépôt. Il n'y aura pas de prochaine fois. Voilà. Ce qui a joué en votre faveur, si je puis dire, c'est surtout parce que vous avez respecté les soins pendant votre mise à l'épreuve. Voilà, je ne vous le cache pas, hein. C'est ça. Ça, il faut que vous arriviez à le comprendre. Voilà. Donc vous êtes convoqué le 18 novembre à 14h30, monsieur. Hein, d'accord ? Merci, madame la présidente. Fabien assure avoir cette fois-ci retenu la leçon. Il fallait, excusez-moi l'expression, mais un grand coup de pied aux fesses pour faire peur, pour faire comprendre que c'est pas des blagues, qu'il y a un moment où vraiment c'est un délit, et que même si ça paraît anodin, que c'est juste, quand on fume, quand on se dit c'est juste un pétard, et bien ce juste un pétard, ça peut être juste une peine de prison aussi. Ça fait prendre du plomb dans la tête. Drogue, alcool, vitesse. La justice frappe fort, car derrière ces conduites à risque, il y a des victimes. À Fréjus, David Roland est chargé d'enquêter sur des accidents mortels, 5 en 2019, et de traiter les délits routiers, environ 800 par an. Aujourd'hui, il s'occupe d'une collision entre ce scooter et une voiture. Pour éclaircir les circonstances, il part entendre la victime, la conductrice du 2-roues, qui est encore hospitalisée. Oui. Bonjour. C'est la police? Oui. D'accord. Ça tient pas, je tombe. Voilà, donc, Christelle dit avoir été percutée par une voiture. Assistante de vie scolaire, elle est immobilisée pour au moins 45 jours. Je ne peux pas être toute seule non plus. Je ne peux pas me lever, j'ai une fracture là, juste tout le reste, tout le dos. Le sacrum qui est fracturé en plusieurs parties. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de la conductrice? Elle n'est pas revenue vous voir? Ah non. D'accord. Ah non. De son côté, l'automobiliste nie avoir touché le scooter de Christelle. Puisque David confronte les versions. Ces déclarations, elles ne sont pas du tout concordantes. Au vu de sa manière de conduire et de s'insérer dans le rond-point, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai senti le choc. Et j'ai perdu... j'étais éjectée. Alors, je ne sais pas, elle ne m'a pas vu, elle ne l'a pas fait exprès, machin. Mais moi, en attendant, je suis quand même alitée. Non, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Le problème, il n'est pas trop là. Le problème, il est sur la fuite des responsabilités.
Je voyais rien. Parce que Face aux dénégations de la conductrice, Christelle décide de déposer plainte. Elle a la sensation d'être doublement victime. Et au final, elle a continué. On se dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve moi ici? Alors que je demande rien. Je suis. Là, je vais me balader un week-end et puis je me retrouve là, voilà. Donc c'est pas facile. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance sur les lieux de l'accident, ni de témoins. Constitué partie civile, c'est ça? Pour tenter d'y voir clair, J'avais prévenu pourtant. David convoque la conductrice. J'avais prévenu l'accueil. Une dame de 76 ans, jamais condamnée. Elle a refusé le constat à l'amiable et campe sur ses positions. Pour elle, il n'y a pas eu de choc avec Christelle. Je ne l'ai pas touchée. D'accord, donc elle est tombée toute seule. Elle a peut-être pris le rebord du rond-point et là, elle est tombée. J'ai fait mon résumé au procureur de la République qui, lui, a décidé de vous poursuivre. Hein. C'est comme je vous expliquais. Hein. Poursuivre? Qu'est-ce que vous... Non, mais je vous ai pas menti depuis le début. C'est une affaire qui aurait pu se dérouler... Elle m'a pas touché. Non, mais je suis d'accord, je vous explique. Je vous explique. On peut avoir un moment d'inattention, on peut ne pas se rendre compte d'avoir un choc, ça peut arriver. C'était ça que je vous expliquais depuis le début, l'enjeu. Ma voiture, elle aurait des marques. Non. On pense peut-être autre chose. Contre la mienne, hein. Eh oui. On conclut là-dessus ou vous avez autre chose à me dire? Je sais pas. Si j'avais fait un concert à l'amiable, mais je sais pas pu. Allez, je passe devant. En attendant de comparaître devant le tribunal, comme toutes les personnes mises en cause pour un crime ou un délit, la conductrice est soumise à un relevé signalétique. Ok, on va faire un cliché, 2 profils. Ok, parfait. Allez, on va prendre les empreintes. Et vous aurez du savon. Oh là là. On dirait que j'ai tué quelqu'un. Que j'ai fait un attentat ou... Je sais pas. Pourquoi ils font ça? Allez, je vous raccompagne, madame. Au revoir, merci. La conductrice sera jugée pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Draguignan. Elle risque une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Le tribunal, lieu où auteurs et victimes de délits routiers se retrouvent parfois face à face. Ces 3 personnes ont été convoquées suite à un accident dont elles ont été victimes. Cet homme de 50 ans, sans emploi, a perdu le contrôle de sa voiture. Il avait un taux d'alcool 5 fois supérieur au seuil autorisé. C'est un récidiviste. Il a d'abord percuté le bus scolaire conduit par ce chauffeur, l'homme en blouson bleu. Puis la voiture de cette dame, qui rentrait du travail. Et enfin, a terminé sa course dans le véhicule de cet homme, qui a eu la peur de sa vie. À Paris, 14e. Miraculeusement, personne n'a été blessé. Comment vous vous rappelez de votre comportement, puisque avec un taux d'alcool comme ça, vous ne maîtrisez plus grand-chose, hein, monsieur? Alors, je vais vous expliquer. Je sortais déjà de l'hôpital. J'étais aussi sous médicaments. Et je ne me rappelle même plus du choc. Qui veut s'exprimer, là, des 3, pour nous rappeler les faits? Oui, je peux m'exprimer. Moi, je suis le compteur de bus, c'est moi qui l'a arrivé le premier, d'ailleurs. J'ai écarté le bus au maximum sur le bas-côté, j'ai même un peu voté sur le bas-côté, pour éviter justement face à face avec cette personne-là, je pense qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Je ne savais pas s'il était au téléphone au début, mais après la gendarmerie m'a dit qu'il était avec un taux d'alcool dessus. Oui, mais bien sûr, hein, monsieur. Alors, vous aviez un traitement à prendre, plus de 15 cachets, vous nous indiquez, vous ne le prenez pas, ça vous met déjà dans un état second. Et après, vous allez vous alcooliser en allant dans un bar et vous prenez votre véhicule. Vous ne maîtrisez plus rien, vous êtes dangereux, il y aurait pu avoir un mort, il y aurait pu avoir... vous ne maîtrisez plus rien ce jour-là. Je le conçois. Alors les parties civiles, qu'est-ce qu'elles demandent aujourd'hui? Levez-vous chacun à tour de rôle. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur. Je suis le dernier qui a été tapé par le véhicule.
Moi, le but aujourd'hui de ma vie, c'est pas tant de recevoir rien du tout, parce que j'attends rien. C'est surtout que ce monsieur, on lui donne des solutions déjà pour éviter de tamponner encore une fois dans quelqu'un, parce que ce jour-là, on a eu très peur. Aussi bien le monsieur qui conduit le bus que madame. On a tous eu très peur et ça aurait pu être très, très, très grave. Donc vous ne demandez rien au niveau dommage-intérêt? Au niveau dommage-intérêt, je pense qu'il est déjà assez dans la merde. Comment on fait pour récupérer une demi-journée de congé? C'est juste ça. Je m'en fous de l'argent. C'est pas ça. Je viens pas pour ça. D'accord. Et vous, madame, asseyez-vous, monsieur. Je ne demande pas de dommages particuliers. J'ai avancé ma franchise pour ma voiture. Voilà. Enfin, je suis victime, je suis assurée tout risque. Ça, ouais. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là pour vous accabler, c'est certain. Mais bon, voilà, on a quand même quelques euros dehors. Voilà. Mais vous avez compris la situation que j'ai pu énoncer. Hein. Voilà. Vous avez vu à qui vous avez affaire. Monsieur, qu'est-ce que vous demandez? Bon, pareil, j'attends qu'un dommagement de la part de ce monsieur. Ça va le faire de mémoire la prochaine fois, ou si vous pouvez vous faire soigner. Hein. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Hein, si j'évitais pas le face-à-face, comme je l'ai dit, je crois que peut-être aujourd'hui, vous ne serez plus là. Hein. Je vous ai vu arriver, moi. Et quand on vient, se passer sous le car. Comme vous êtes venu, le tribunal vous reçoit votre constitution de partie civile et constate que vous ne demandez pas de dommages-intérêts. Vous avez la parole pour votre défense, monsieur. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est surtout à ces personnes. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Et la sentence, je l'accepte entièrement. Je la mérite. Et c'est tout ce que j'ai. Je ne peux pas demander plus. Et je m'excuse encore. Là, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur vous déclare coupable, vous condamne à 6 mois d'emprisonnement. Et c'est d'une peine aménageable, hein, avec une convocation devant le juge de l'application des peines. Approchez, monsieur. Je vais vous faire signer votre convocation. Le président annule également son permis de conduire et lui interdit de le repasser pendant 1 an. Ce conducteur devrait être placé sous bracelet électronique. Lui échappe à la prison. Mais dans le Var, le nombre de chauffards incarcérés n'a jamais été aussi important. Au centre pénitentiaire de Toulon, 15% des personnes incarcérées le sont pour des délits routiers. Marion s'y rend depuis une dizaine d'années. Elle est accompagnée d'amis qui, comme elle, ont été victimes d'un grave accident de la route. Salut Stéphane. Et Marion, j'embrasse la plus belle, attention les gars. Arrête la cigarette, arrête le McDo. Putain, sérieux. Arrête de fumer le McDo. Tous viennent une fois par mois. Ça fait plaisir de te voir. Ils ont en commun d'avoir été soignés par le même chef de service, le docteur Hubert Tournebise. Mesdames. Mesdames, c'est gentil, mesdames. Ça va Hubert. Ouh, on a le vent dans le dos là. Pour tenter de créer un électrochoc, ils viennent témoigner devant des chauffards incarcérés. Une initiative unique en France. Fabrice, Philippe et Marion ne sont pas là pour faire la morale. Ils vont simplement raconter à cette dizaine de détenus leur quotidien, sans tabou. Et puis là, on nous apprend qu'on va nous faire faire nos selles. Ah ouais? Ah. Et comment ça se passe? C'est la première fois, on ne sait pas. Alors on nous couche sur le côté, on nous met en sécurité sur le côté. Il y a une aide-soignante qui va prendre des gants, qui va mettre de l'huile sur son poing, qui va masser très fort les intestins. On est paralysé, donc on n'a pas de muscles, on est mou, et puis en plus on est insensible. Et puis l'autre personne derrière met 2 paires de gants l'une sur l'autre, ce qui n'est jamais bon en général. Quand vous entendez claquer 2 paires de gants l'une sur l'autre, méfiez-vous. Elle met de l'huile sur ses doigts, et avec ses doigts, elle va stimuler l'anus, jusqu'à ce que les matières arrivent. Et quand elles arrivent, elle les crochette avec ses doigts. Et elle commente à la personne qui est devant d'arrêter, de reprendre, de repousser, d'arrêter, de reprendre. Et puis à un moment, il y a le verdict qui tombe, c'est vide, c'est terminé. Voilà. Et là, la personne est au milieu, en pleurs, bien sûr. Ça va avec, hein. C'est pas tellement naturel comme façon de faire, c'est pas comme ça que l'on a appris. Et on se demande ce qu'on a fait pour mériter un truc pareil, quoi.
Moi, la personne qui m'a coupé la route, on n'a jamais retrouvé. Mais il est vrai que je l'ai doublée, elle roulait à 70 km/h et elle a fait une embardée quand je l'ai dépassée. J'ai les deux roues de gauche qui sont mises dans l'herbe et dans le gravier, ma voiture est partie en travers, elle est partie en tonneau. 70 km/h, hein. C'est pas énorme, hein. Et regardez où je suis. Cervicale brisée. Voilà. Lui, quand il s'est aperçu qu'elle avait fait une connerie, vous savez ce qu'il a fait? Il a accéléré à fond, il est parti. Toujours là. Marion, pourtant habituée à ces confrontations, ne retient pas ses larmes. Pourquoi j'ai la force de venir témoigner en prison? À cause des gens qui sont multirécidivistes, qui conduisent parce qu'ils ont un retrait de permis et qui ne savent pas le mal qu'ils font, quoi. Voilà. Pourquoi je fais ça? Nous, on a pris vraiment perpétuité, quoi. Franchement, chapeau du courage que vous avez, la force que vous avez, c'est... Il n'y a rien à dire, ça donne à réfléchir. Comme il a dit monsieur Edmond, notre situation, de la vie, quoi. Merci, c'est exactement pour ça qu'on vient, c'est pour que ça vous donne à réfléchir. Est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on change de comportement? C'est ça la question. Vous avez eu la chance de ne pas être passé par là. Exactement. C'est énorme. C'est ça aussi. Exactement. La vraie punition, elle est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci. Pour frapper encore un peu plus les esprits, la justice a également demandé à un bénévole de la sécurité routière, Francis, d'intervenir devant les détenus. Cette fois, il n'est plus question de blessés graves, mais de personnes décédées sur la route. Maintenant, on va passer donc à cette captation vidéo. C'est une pièce donc, qui a été montée en 2018. Et c'est le chauffeur en face, il m'a pourri. Normal. Et puis la maman. Francis diffuse une pièce de théâtre qu'il a écrite et qu'il interprète avec des amis. J'ai vraiment l'impression que tu as pris de l'avance sur l'apéro ce matin. Hein? Ouais, un petit peu. T'aurais dû écouter les infos, je t'assure que ça calme. Hein. C'est un accident grave, deux jeunes couples qui rentraient de vacances avec une petite fille. Ils rentraient de vacances ce matin, ils venaient de la côte atlantique, ils rentraient chez eux à Aix-en-Provence, ils rentraient tranquillement, paisiblement, ils roulaient depuis hier soir, samedi soir, tranquille, ils ont roulé toute la nuit, vraiment prudemment, quoi. 4 jeunes, 30 ans. Eh oui. 30 ans? Oui, c'est l'âge de mon gosse. Et la petite? La petite, 4 ans et demi, je crois. Mais souvent, les familles, elles sont prévenues par téléphone. Aussi, oui. C'est vrai. Ce drame, c'est l'histoire de Francis et de sa famille. Il attend la fin de la pièce pour le révéler à son public. Ce coup de téléphone, malheureusement, beaucoup de familles le reçoivent. Et moi, je n'en parle en connaissance de cause. Parce que ce coup de téléphone, je l'ai reçu un matin. Et ce matin-là, c'était le matin du 24 juillet 2011. Parce que Frédéric était mon fils. Parce qu'Alice est ma belle-fille. Parce que la petite fille est ma petite fille. Ce coup de téléphone nous a plongé dans le chaos le plus total, jusqu'à la fin de nos jours. Effectivement, pour quelques verres de trop et beaucoup d'inconscience, on nous a appris ce qu'on avait le plus cher au monde, les enfants. Lorsqu'on reçoit ce coup de téléphone, je peux vous dire qu'à la première minute, on frôle la folie parce qu'on n'y croit pas. Je peux vous dire aussi qu'à la seconde minute, on a très envie de mourir et de les rejoindre. Et qu'à la troisième minute, c'est la haine qui se réveille. J'ai décidé de refuser l'immobilisme et de combattre ce drame par l'action. C'est pourquoi je suis avec vous ce matin. J'ai surtout décidé de rester debout pour ma petite fille, pour ma famille, pour mes amis. Je voudrais vous demander et vous dire de faire très attention parce que si vous arrive malheur dans un accident tel que celui-là, vos amis et votre famille seront tout aussi anéantis que nous le sommes aujourd'hui. Mais si vous êtes l'auteur responsable d'un accident tel que celui-là, et que vous en sortiez vivant, vous aurez à faire face chaque matin au miroir qui vous renverra l'image d'un assassin. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cette histoire, elle est l'histoire de beaucoup de familles, malheureusement. Faites en sorte qu'elle ne devienne jamais, jamais la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez rajouter après ça? Le message porte.
En tout cas, auprès de ce détenu. Multirécidiviste, il n'a jamais passé son permis de conduire et purge une peine d'1 an de prison. J'ai fait beaucoup de délits de fuite, de mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, tout ça au volant. À faire des courses-poursuites avec la police et les gyrophares et mettre la vie d'autrui en danger. J'ai réalisé pas ça. Il n'y a que ces gens-là qui m'ont fait réfléchir, moi. Je vais pas vous mentir, hein. C'est pas le fait de purger une peine de détention qui m'a fait réfléchir par rapport à la sécurité routière. Hein. Et ça n'a rien fait, ça n'a eu aucun impact sur moi. Par contre, peut-être 6 heures qu'on a passées ensemble aujourd'hui, elles ont été plus importantes que l'année que je viens de purger à l'instant. Et ça, c'est sûr et certain. Marion, inlassablement, poursuit son combat. Une manière pour elle de donner un sens à la vie qui lui a été volée, un matin de février 2003, sur l'autoroute A8. Ce père de famille, sans emploi, âgé de 32 ans, a été contrôlé au volant d'une voiture avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang. 2,5 fois le taux autorisé. On va vous mettre un... Après 48 heures de garde à vue, il rencontre au palais de justice de Lille Aline Clairaut, vice-procureure. Tenez-vous droit, monsieur, s'il vous plaît, correctement. Alors, vous êtes ici, monsieur, car j'envisage que vous passiez tout à l'heure en comparution immédiate, donc je suis là pour vous indiquer quelle va être la teneur de la journée et les tenants et aboutissants de la procédure. Alors, son permis a été annulé il y a 3 ans, déjà pour conduite en état d'ivresse. C'est la 3e fois cette année qu'il récidive. C'est pour cela qu'il va comparaître immédiatement. Votre véhicule alors que vous étiez en état d'ivresse manifeste. Donc l'avocat, monsieur, vous ne l'avez pas encore vu. J'imagine que vous le verrez tout à l'heure, avant l'audience. On vous donnera également un déjeuner. Je maintiens donc le principe de la comparution immédiate qui se tiendra à compter de 14 h. Et c'est moi qui vais requérir contre vous tout à l'heure à l'audience. Au revoir, monsieur. Le mis en cause risque de dormir ce soir en prison. Tout va se jouer à l'audience. Moins de 2 heures plus tard, 3 juges ouvrent le procès en comparution immédiate. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous prenez le volant ce jour-là? Ce jour-là, j'ai pris le volant parce que j'étais avec un ami dans une soirée et il était vraiment pas en état de reprendre le volant. Il avait le permis en fait, c'est lui qui l'a fait aller. Et vous, monsieur, vous étiez en état de conduire ce jour-là? Ben, j'étais mieux que lui déjà parce qu'il était dans un... 1 mg par litre, monsieur. Pendant 1 heure. Ce monsieur est alcoolisé, vous n'avez pas le permis. Ouais. Vous avez bu. Tenez vraiment plus. Beaucoup plus que le taux légal autorisé, mais vous lui proposez de prendre le volant. Mais je savais... Pourquoi, monsieur? Je savais me tenir encore, contrairement à lui, il était vraiment dans un état... Qu'est-ce que vous aviez consommé comme alcool? De la vodka. De la vodka, hein. Vous parlez de 4 verres de vodka qui étaient manifestement assez grands. 5 ou 6, je pense. Plutôt 5 ou 6. Mais je venais de les boire à la fin, en fait, hein. C'est juste avant de partir. On peut être très clair, monsieur, il n'y avait rien ce soir-là qui vous forçait à prendre le volant. Il n'y avait pas d'urgence. Non, bien sûr que non, oui, bien sûr. Vous êtes alcoolique, monsieur, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je tremble pas, rien. Donc vous buvez pas régulièrement, c'est ce que vous nous dites? Non, bien sûr que non, mais non. Mais quand vous buvez énormément? Non, pas... Non plus. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas repassé le permis de conduire depuis son annulation? Repassé, c'est parce que j'avais des problèmes financiers. Parce que vous avez des problèmes financiers? Ouais, financièrement, je bossais pas et c'était un peu dur. On a 3 procédures en moins d'1 an, monsieur. Il faut imaginer, bien évidemment, que vous n'avez pas été interpellé à chaque fois que vous avez pris le volant, hein? Non, En tout cas, c'est l'analyse qu'aura probablement le tribunal. Pas toujours pris le volant. Lors de sa dernière comparution devant le tribunal en 2013, l'automobiliste avait été condamné à porter un bracelet électronique pendant 3 mois. Le procureur Aline Clairaut, chargé de porter l'accusation au nom de la société, se demande si le prévenu a compris le message. Qu'est-ce que vous retenez de cette audience de 2013, même si ça fait déjà 3 ans? Qu'est-ce qu'on vous a dit, monsieur? De la conduite en état alcoolique, de la dangerosité de ce comportement? Je le vois tous les jours aussi, moi, ça. Je le vois tous les jours, je regarde la télé. Vous voyez quoi tous les jours? C'est très dangereux pour tout le monde, pour notre vie comme pour la vie des gens, pour la santé, pour tout. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision, nous, aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui vient nous dire, alors que ça fait déjà 4 fois qu'il a entendu le même discours, bah, je savais, faut pas faire, c'est dangereux, je le vois tous les jours. Qu'est-ce qui fait que vous prenez la décision de boire et de conduire derrière?
Avec votre parcours, monsieur, avec votre parcours à vous, personnel. Votre gamin de 9 ans, pensez qu'il a très envie d'assister aux obsèques de son père, par exemple? Monsieur. Merci, Madame la Présidente. Réquisition du procureur, plaidoirie de l'avocat du prévenu. Après une trentaine de minutes de délibéré, le tribunal rend son jugement. Le tribunal a souhaité prononcer une peine mixte de 10 mois, dont 4 assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Le tribunal décerne mandat de dépôt. Monsieur, vous restez donc en détention pour les 6 mois à venir. Lorsque vous sortirez, vous serez suivi pendant 2 ans par un juge d'application des peines qui vérifiera, monsieur, que vous soumettez à une obligation de soins. Et notamment, vous devrez justifier du fait que vous ne consommez plus d'alcool. Vous devrez également justifier que vous suivez un travail ou une formation. Et justifierez également du fait que vous êtes inscrit en auto-école et que vous allez passer les épreuves du permis de conduire, monsieur. Si vous ne respectez pas ces obligations, ce sont 4 mois supplémentaires que vous avez au-dessus de la tête. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. 2 jours après son interpellation, le prévenu file directement en prison. Des automobilistes condamnés en comparution immédiate, il y en a près de 4 par semaine à Lille. En 2015, le tribunal de Lille a traité plus de 12 500 dossiers de délinquance routière, 10% de plus que l'année précédente. Ici, on ne s'occupe pas des simples contraventions, mais des délits. Conduite sans permis, sans assurance, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, délit de fuite. Un automobiliste en infraction pour la première fois se voit la plupart du temps condamné à une amende, une suspension de permis de quelques mois ou encore un stage de sensibilisation. Pour les récidivistes ou les cas les plus graves, une affaire sur 5 environ, le tribunal convoque les chauffards à une audience. Pendant une semaine, nous avons exceptionnellement pu assister à ces comparutions où la justice se montre de plus en plus ferme. Ce matin-là, le procureur Elsa Gossin doit, avec sa greffière, traiter 29 dossiers de délits routiers. Une audience un peu spéciale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le prévenu plaide coupable. En échange, il encourt la moitié de la peine de prison qu'il risquerait normalement. Bonjour monsieur, bonjour maître. Asseyez-vous monsieur. À la sortie d'une soirée d'intégration il y a 6 mois, cet étudiant a été contrôlé positif à l'alcool et au cannabis alors qu'il venait d'obtenir son permis. Là aujourd'hui, vous avez un casier judiciaire néant. Ça a pu être le cas dans 5 minutes, hein, monsieur, concrètement. Il risque la moitié de ce qui est prévu par la loi, soit 1 an de prison. Comme c'est son premier délit, le procureur va surtout le sermonner pour qu'il prenne conscience de ses actes. Vous êtes sous permis probatoire, vous avez passé votre permis il n'y a pas longtemps, et vous vous permettez de prendre le volant alors que vous avez bu, et alors en plus vous avez fumé des stupéfiants. Mais vous vous rendez compte? Vous rouliez à vive allure hein, quand vous avez été arrêté, monsieur. Qu'est-ce que vous auriez fait s'il y avait eu un piéton? Vous pensez que vous auriez été capable de réagir à temps? Je vous interdis pas de faire la fête, la justice vous interdit pas de faire la fête, mais dès lors que vous buvez, vous ne conduisez pas. Faut pas vous croire invincible, hein. Vous avez quel âge? 21 ans. Bah voilà, il serait peut-être temps de vous comporter comme tel, comme un adulte, monsieur. Et un adulte, c'est responsable, ça prend pas le volant quand vous avez bu ou vous avez fumé, monsieur. Donc la peine qui est proposée, c'est 500 € d'amende. C'est une forte amende, j'en ai bien conscience, mais au vu des faits, ça justifie, dans le sens. Maître, est-ce que vous avez des observations sur le montant? Il est étudiant, il est en stage. La somme de 500 € est une somme assez lourde. Il est boursier. Je pense que la garde à vue vaut toutes les peines d'amende que vous pourrez lui infliger. Alors je suis bien consciente, pardon, que les 500 € d'amende, c'est une peine assez conséquente pour vous, surtout que vous êtes étudiant, monsieur. Mais moi, au regard des faits et au regard de la gravité de ceci, je ne vais pas la baisser, l'amende. Donc soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Vous êtes libre de ça, monsieur. Mais je ne descendrai pas en dessous. Si le jeune homme refuse, il sera convoqué en correctionnel devant le tribunal, où il pourrait écoper d'une amende plus faible, mais où il risque aussi beaucoup plus. Vous acceptez ou pas, monsieur? C'est monsieur, vous êtes libre ou pas hein, d'accepter? Moi, Oh, bah si, je vais accepter. Vous acceptez? Bon.
signez là. Pour des jeunes conducteurs comme lui, une telle infraction entraîne aussi l'annulation du permis de conduire. Vous pouvez y aller. L'intérêt de cette procédure pour le justiciable, c'est aussi qu'il peut négocier sa peine en tête-à-tête. Négocier, mais pas marchander. Laurent, 48 ans, est maître d'œuvre dans le BTP. Il y a 5 mois, il a fêté un nouveau contrat et a eu un accident matériel alors qu'il avait bu. Il est en récidive, son permis va être annulé, mais surtout la justice pourrait lui interdire de le repasser pendant 1 an. Pour mon travail, c'est pas possible. Je peux pas rester 12 mois, sinon j'ai plus de boulot. Moi, mon employeur va me dire, écoute, c'est plus la peine, j'ai plus besoin de toi. Je suis amené à aller sur les chantiers, faire des réunions de chantier, tout ça, quoi. Maintenant, aller chez les fournisseurs, en voiture, tout ça, donc je ne peux pas faire sans permis, quoi. Vous la regrettez, cette 6 mois? Tous les jours. Ça me détruit une partie de ma vie, quoi. Je vais voir, c'est mon travail qui est en jeu. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Pour Laurent, les 10 prochaines minutes sont donc capitales. Pourtant, la loi, elle est plutôt claire, monsieur. Vous savez que vous n'avez pas le droit de conduire alors que vous êtes alcoolisé. Ouais, je sais. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi on interdit ça, monsieur? Oui, je sais très bien, parce que... Ouais, Parce que quoi? il y a beaucoup d'accidents, des morts. Bah voilà, monsieur. Parce que vous êtes un danger public quand vous conduisez alors que vous avez bu. La preuve, vous avez percuté un véhicule en stationnement. Ça aurait été quoi s'il y avait eu un piéton sur la route et que vous l'aviez pas vu, monsieur? Vous seriez pas là aujourd'hui, hein. Vous seriez devant un tribunal correctionnel à risquer plusieurs années de prison, monsieur, hein. C'est pour ça qu'on interdit la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. C'est pas pour autre chose, hein. On vous empêche pas de boire, monsieur. On vous empêche de conduire après avoir bu. Mais qu'est-ce qu'il vous faut alors pour comprendre, monsieur? Là, j'ai bien compris, non. Je veux dire... je travaille sans... j'ai plus de voiture, je travaille sans permis. Enfin, je travaille sans permis, c'est-à-dire que je peux Oui, j'espère que vous ne conduisez pas sans non, permis, monsieur. Hein. Non, mais je peux me déplacer comme je veux. Ça m'inculque dans mon travail. Bah c'est ça, monsieur. Donc vous risquez de perdre votre travail juste parce que vous avez trop bu et que vous avez décidé de conduire. Voilà. Donc la peine qui est proposée, c'est 2 mois d'emprisonnement assorti intégralement du sursis, l'annulation du permis de conduire et avec l'interdiction de le repasser pendant une durée de 12 mois et 350 € d'amende. Donc pour le défaut de maîtrise. Maître, est-ce que vous avez des observations? Oh, beaucoup, madame le juge. Je ne vais pas tellement discuter sur la peine d'emprisonnement, sur l'amende. Je vais discuter sur le délai pour repasser le permis, puisqu'il y a l'annulation. Le problème, la difficulté, la grosse difficulté, c'est qu'il n'a pas dit à son employeur qu'il n'avait plus le permis. Et que si jamais le délai pour passer le permis est trop long, il risque de perdre son emploi. Alors, il y a annulation, certes, mais si on peut réduire, je sais, je demande beaucoup, à 1 mois, simplement, je l'ai déjà obtenu, mais c'est vrai que, bon, je viens pas les mains vides. Je viens avec un contrat de travail, je viens avec la situation financière de monsieur. Il faut sauver son emploi. Alors, de 12 mois à 1 mois, non. Je vous le dis tout de suite à monsieur, parce que vous êtes conduisez sous l'empire d'un état alcoolique, vous percutez un véhicule, monsieur. Oui, j'en suis conscient. Je tourne ça tous les jours dans ma tête, quoi. C'est pas la première fois. Alors, vraiment, monsieur, vraiment parce que vous avez un travail, monsieur, et que l'objectif, c'est pas que vous le perdiez. Hein. Moi, je suis pas là pour ça non plus. Je vais baisser l'interdiction, le délai d'interdiction, mais je vais descendre à 4 mois. Mais je peux pas descendre au-delà, 1 mois, non. Vous passez d'1 an à 4 mois, monsieur. Oui. Après, vous êtes libre ou pas d'accepter. Hein. Moi, il n'y a pas de... On va accepter. Oui. On va s'adapter. Oui, Bah oui. Hein. Bah oui. Et monsieur, qu'on vous prenne pas à conduire sans permis. Hein. Non, mais non. Voilà, parce que là, on va en correctionnel. Voilà, c'est ça, monsieur. Et ce sera autre chose. Exactement. Plus d'1 millier d'automobilistes a été condamné lors de ses comparutions en 2015 à Lille. Un accord est trouvé dans presque tous les dossiers. Au revoir. Pour les automobilistes au comportement encore plus dangereux, c'est à l'audience publique en correctionnel que les faits sont jugés. Avec à la clé, des peines bien plus lourdes. Les 25 juges du tribunal président les débats à tour de rôle. Ce matin-là, c'est au tour de Marc Trévidic. Nommé l'année dernière à Lille,
il a été pendant 10 ans un des juges antiterroristes les plus pointus à Paris. Forcément, la thématique le change un peu. Je faisais un peu d'humour, mais mes précédents clients buvaient moins, si vous voulez. C'est la seule qualité qu'ils avaient, hein, grosso modo. Je préfère cela quand même, même avec l'alcool. Mais oui, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, ça fait partie de la justice, ça fait partie de la société, des règles qu'il faut avoir. Il y a différentes sortes de gravité. Et malgré tout, des délinquance routière, ça tue aussi beaucoup. L'année dernière, les accidents de la route ont tué 104 personnes dans le nord de la France. L'alcool est en cause dans 1 cas sur 5. Monsieur l'huissier. Mesdames, le tribunal, levez-vous, s'il vous plaît. Au programme, 9 dossiers de délinquance routière. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ici, les chauffards risquent la prison ferme. Ah, très bien. Okay. Ce retraité, un ancien VRP de 66 ans, a été interpellé en mars dernier parce qu'il zigzaguait à faible allure sur l'autoroute. Vous allez expliquer que vous êtes à la retraite. Et puis là, en l'occurrence, vous avez fait des travaux chez votre mère. Après, vous avez, dans un café, rencontré d'anciennes connaissances. Vous jouez à la belote. Le temps passe. 1 bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. Vous quittez ce café pour accompagner une personne chez elle, mais il y a un autre café à proximité, et puis là, tout d'un coup, 3 bières. Ça fait tellement de bières que quand vous reprenez votre véhicule, vous vous trompez de route, mais vous vous rendez compte de votre état, votre état, et à un moment donné, vous décidez de rouler moins vite parce que vous avez vu le danger que vous représentiez. C'est ce que vous expliquez. Bon. C'est la 4e fois en un peu plus de 10 ans que le retraité est arrêté ivre au volant. En 2011, il a même écopé de 3 mois de prison avec sursis. Son permis avait été annulé, mais il a pu le repasser il y a 3 ans. On se retrouve dans la même situation qu'en 2011, là. Hein. Oui. Il n'y a rien eu de changé. Malgré sursis mise à l'épreuve, qu'est-ce qui a changé Pendant toute cette période, je n'ai pas bu. Je n'ai pas consommé d'alcool. Je vais dire, pour moi, c'est un accident. Bon... C'est tout, c'était cette journée-là qui était néfaste, mais auparavant je ne buvais pas, donc il n'y avait pas lieu de me soigner. Oui, attendez, il ne s'est rien passé d'extraordinaire ce jour-là. Vous avez fait des travaux chez votre mère, donc tu vois pas tellement... Ce n'est pas des travaux, c'est que je soigne ma mère, parce que là, Alzheimer, et donc j'avais fait des petits travaux, si vous voulez, ce jour-là. Oui, mais il ne s'est rien passé d'anormal, d'exceptionnel. Donc vous dites que vous ne buvez pas et que là, vous avez bu. Pas... Parfois, à la barre, on a des gens qui viennent nous dire que je viens de perdre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs... Non, attendez, j'ai des soucis personnels, si vous voulez, autres de maladie, quoi que ce soit, mais enfin, j'en fais pas état, c'est personnel, c'est à moi. Asseyez-vous, Madame le procureur, à prendre ces réquisitions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué, Monsieur a déjà 3 mentions au casier judiciaire. C'est bien simple, les 3 mentions, c'est toujours la même chose. C'est toujours des conduites en état alcoolique. Il a été condamné 2 fois à du sursis simple. La dernière fois, il y avait un sursis avec mise à l'épreuve. Et c'est curieux, on se retrouve encore aujourd'hui exactement dans la même situation. Alors oui, il y a un certain temps entre les 2 condamnations. Et j'ai envie de dire, si on n'a aucune condamnation entre les 2, c'est surtout pour toutes les fois où Monsieur n'a pas été contrôlé, puisqu'on sait très bien que ça se passe comme ça. J'ai comme un doute. Expliquez-moi, monsieur, un peu comment, quand on a déjà été condamné 3 fois pour la même chose, il faut attendre d'être dans son véhicule, de démarrer, d'être sur l'autoroute, pour réaliser qu'on n'est pas en état de conduire, alors même qu'on a quasiment 2 grammes dans le sang. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un accident. Non, justement. Vous avez eu beaucoup de chance parce que l'accident, vous ne l'avez pas eu. Que vous avez blessé ni vous, ni personne d'autre. Sauf que c'est la 4e fois aujourd'hui. Et pour ces faits, je vais vous demander, Monsieur le Président, une peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 4 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec non pas une obligation de pointage, mais une obligation de soins, parce que vous avez des gamma GT qui sont quand même assez hauts, monsieur, pendant une durée de 2 ans. Donc il y a une partie ferme qui est aménageable dans cette peine, mais je crois que jusqu'ici, vous n'avez pas compris autre chose, tout ce que la justice a essayé de vous expliquer. Je vous demande également de constater l'annulation de son permis de conduire. Pour nuancer le portrait et atténuer la peine, son avocat va avancer un argument. Vous avez la première pièce que vous avez mise, c'est un certificat d'une compagnie d'assurance qui établit qu'il a 50% de diminution de ses cotisations d'assurance, qui laisse apparaître qu'il n'a pas commis d'accident de la route. Ce document, je vous l'ai produit justement pour essayer d'établir qu'il n'est pas quelqu'un de dangereux sur la route, puisqu'il n'a pas commis d'accident préalablement. Marc Trévidic a tellement d'affaires à juger ce matin-là qu'il n'a pas le temps de se retirer pour délibérer. Moins de 2 minutes de réflexion face au prévenu,
et la décision tombe. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes déclaré coupable, vous êtes condamné à 6 mois de prison, dont 3 mois assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins en alcoolologie. Donc, il y a 3 mois fermes, c'est le juge d'application des peines qui va décider s'il aménage cette peine ou pas, c'est-à-dire s'il trouve autre chose que l'emprisonnement. Le tribunal constate l'annulation de votre permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un délai de 18 mois. Vous m'annulez le permis? Oui, tout à fait. Vous me mettez en prison et... Ça, c'est le juge d'application des peines qui verra. Et pour ce qui est du permis, je vous précise que c'est la loi. Quand on est en récidive, le juge n'a pas d'appréciation, il apprécie juste la durée pour le repasser. C'est un constat d'annulation. Voilà. Pour échapper à l'incarcération, l'automobiliste pourra demander un placement sous bracelet électronique ou un travail d'intérêt général, ce qu'il obtient presque à tous les coups pour des courtes peines comme celle-ci. Ce jour-là, à la barre, que des hommes. Ils sont responsables de 90% des délits routiers. Et parfois, leur mauvaise foi agace le magistrat. Levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ce manutentionnaire de 24 ans est convoqué car il a grillé 2 feux rouges, mais a surtout fui les policiers en prenant tous les risques. Il n'avait pas le permis. Les policiers notent qu'il y a un autre conducteur qui passe par là, j'allais dire, qui a emprunté le sens giratoire et qui a dû faire une manœuvre pour vous éviter. C'est moi, je l'ai évité, mais... Ouais, enfin, je ne sais pas qui a évité l'un ou l'autre, mais quand 2 véhicules doivent s'éviter, c'est qu'il y a un problème de sens de circulation, vous voyez? Vous continuez quand même, et vous franchissez la belle frontière belge-française, et vous êtes en Belgique, et les policiers, ils rentrent chez eux, puisque vous êtes en Belgique. Sauf qu'ils ont relevé l'immatriculation, évidemment. Donc tout ça était un peu absurde, puisque c'est un véhicule qui est à votre nom. Vous êtes convoqué, vous venez, vous donnez comme explication, et là, c'est pas très clair non plus, vous avez paniqué parce que vous avez pensé à votre grand-mère, parce que vous aviez été appelé, votre grand-mère était tombée, elle avait des problèmes pour se déplacer. Elle est malade, en fait, elle ne sait plus marcher. Elle m'a appelé, elle m'a dit de venir parce qu'elle était toute seule, elle se sentait pas bien. Moi, j'avais plus de permis, j'ai été obligé de prendre ma voiture. C'est le soir, avec plus de bus pour aller jusque là-bas. Oui, mais attendez, vous laissez votre voiture là-bas en Belgique et vous demandez à un ami qui vienne vous chercher. On est d'accord? Ça prouve que vous ne pouvez pas conduire, vous n'avez pas de permis, mais quand vous avez besoin de trouver un ami pour une urgence, vous arrivez à appeler un ami. Vous vous rendez compte un peu ou... Oui, je sais que j'ai fait une grosse erreur, mais c'est parce que moi, sur le coup, en fait, quand ma grand-mère m'a appelé, j'ai eu peur pour elle. J'ai même pas pensé à appeler un ami. Je suis parti direct, après j'ai vu la police. La poursuite, c'est pas le fait d'avoir peur pour votre grand-mère, c'est peur de vous faire interpeller. Ouais, voilà, ça aussi, monsieur. Ouais. En premier, d'accord. Et voilà, quoi. En plus, quelques semaines avant son interpellation, le jeune homme avait déjà été contrôlé sans permis, mais il n'avait pas encore été jugé. Si vous attendez même pas qu'on vous condamne pour la première affaire avant de recommencer, c'est embêtant quand même. Hein. Je me suis calmé, j'ai récupéré mon permis, je travaille. Je compte me marier bientôt. J'ai des projets, ça y est, tout ça. C'est de l'ancienne histoire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur, c'est peut-être de l'ancienne histoire pour vous, mais à ce que je sache, vous n'avez pas encore été condamné et je peux toujours demander à ce que votre permis de conduire soit annulé aujourd'hui. Donc avant que l'histoire soit terminée, c'est bien de payer ses dettes à la société et de purger sa peine. Et ensuite, on en reparlera. Vous étiez à ce moment-là un danger public et on a clairement eu de la chance, et surtout l'autre automobiliste qui était sur le rond-point, de ne pas être percuté. Je vais vous demander donc de condamner monsieur à une peine donc, de 4 mois d'emprisonnement, 400 € d'amende pour le défaut d'assurance et 100 € pour chacune des 2 contraventions connexes. Et moins de 2 minutes de délibéré plus tard... Pouvez-vous lever, monsieur, s'il vous plaît? Vous êtes déclaré coupable, vous êtes condamné à 3 mois de prison et 200 €. Là, en l'occurrence, votre comportement est trop dangereux pour qu'il n'y ait pas une sanction à la mesure. Vous pouvez y aller. 3 mois fermes, que là aussi le jeune homme pourra tenter de faire aménager. Oui, bien sûr. Une trentaine de fois par an, le tribunal de Lille juge aussi des meurtriers de la route. Ses parents, ses frères, ses sœurs se sont réunis à la veille du procès de celui qui a tué Justine, Cilia et Pauline, âgées de 26 à 27 ans, percutées en voiture
alors qu'elle rentrait d'un week-end à Barcelone par un chauffard roulant à plus de 150 km/h. Le soir du 27 novembre 2011, l'homme de 29 ans rentrait de discothèque, ivre et sous cocaïne. Tu veux qu'on arrive à quelle heure du coup là? 13h15. Faut que vous ayez le temps, puis de trouver l'endroit à l'intérieur, de tous pouvoir rentrer. Ses parents endeuillés veulent une justice à la hauteur de leur souffrance. C'est inadmissible qu'on puisse tuer avec une voiture. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Mais dans les conditions où les filles ont été tuées, c'était plus un accident. Ils se croyaient peut-être sur un jeu vidéo. Il avait bu, il n'était pas dans son état normal. Et ma fille est partie. Pour la première fois, les familles des victimes vont affronter le chauffard à l'audience. Libéré après 2 mois de détention provisoire, ce père de famille encourt aujourd'hui 10 ans de prison pour homicide involontaire. Il a été plusieurs fois condamné, notamment pour conduite en état alcoolique. À la barre, le chauffard exprime ses regrets. Il reconnaît avoir provoqué une atrocité et affirme qu'il n'a plus bu une seule goutte d'alcool depuis les faits. Après 8 heures d'audience, le tribunal rend sa décision. L'homme est condamné à 7 ans de prison, où il sera conduit le soir même. Caroline est l'une des 2 rescapées de l'accident. Ce jugement va l'aider à se reconstruire. Un petit peu soulagée quand même. Ça ramènera jamais mes amis, mais bon, il fallait que ce soit puni, donc c'est fait. Et puis maintenant, on peut avancer différemment et continuer à vivre pour nous-mêmes et pour elle aussi. L'année dernière, 3469 personnes ont trouvé la mort sur les routes en France. Bonjour monsieur, ça va? C'est quoi? On est suspendu. T'étais suspendu suite à quoi? Bah, moi, j'ai dit que j'avais le seul problème que j'ai eu, c'est que j'avais été contrôlé positif au stup. C'est tout, hein. Positif au stup? Vous travaillez pour qui? Voilà, pour l'instant, là, je vais récupérer le camion, je ramène mes affaires à la déchetterie. Ah, c'est pour amener les affaires à la déchetterie? Quand on se positionne ici, en moins de tous les 3-4 voitures, il y a un défaut de permis ou une suspension ou une annulation de permis. C'est systématique. Que ce soit en ville ou à la campagne, c'est comme ça. Hein. Mais c'est tous les profils. Hein. Je vous dis, ça peut être du père de famille, aux jeunes de cité, ou ça touche tout le monde. Hein. L'an dernier, plus de 120 000 défauts de permis ont été constatés en France. C'est un contrôle de police, vous coupez le moteur du véhicule. Présentez le permis de conduire et les papiers du véhicule. Vous avez 0 points, monsieur. Vous avez plus de points sur votre permis. La conduite sans permis est punie d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le double en cas de récidive. Pourtant, la sanction n'est pas dissuasive. Surveillez vos points parce que ça peut aller très vite. Hein. Ok. Il serait près de 800 000 automobilistes à conduire sans permis, selon l'Observatoire national de la sécurité routière. Plus 54% en moins de 10 ans. J'entends la sirène de la police. Voilà, ils sont juste derrière moi, là, ça me stresse grave. Ils sont juste derrière, là. Regarde. Oh là 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 là. Cela fait presque 2 ans qu'Abdel vit comme un fugitif. Ah là, mon cœur, il bat, là. Oh là là. Chef d'entreprise dans l'événementiel, il passe minimum 6 heures par jour au volant. Abdel a renoncé à l'achat d'une voiture sans permis, incompatible avec son activité professionnelle. Il dit ne pas avoir trouvé d'autres solutions. On travaille toujours en déplacement, des chantiers, il faut transporter les gars, il faut transporter du matériel avec quoi on travaille et tout. On ne peut pas trimballer avec ça dans le transport. Je ne peux pas perdre un chantier à cause des points, ou bien de mon permis. Son permis a été annulé suite à une série de petites infractions, notamment des excès de vitesse, inférieurs à 10 km/h. Les ronds-points qui sont cachés comme ça,
Ah là, ça me stresse grave. Là. Sa plus grande hantise, l'accident. Des accidents comme ça, matériels, ça va, on arrive à régler le problème, de payer, de s'arranger, de refaire la voiture, de réparer les voitures pour eux. Mais c'est quand il s'agit des trucs corporels comme les trottinettes, les vélos et tout ça, là c'est... Là bonjour les dégâts. En cas d'accident, l'assurance peut se retourner contre le conducteur et lui demander de payer les dommages et intérêts aux victimes. Abdel le sait, il n'a donc pas le droit à l'erreur. Là, je fais attention à tout. Les clignotants, le portable interdit. Avant, je tiens pas le volant comme ça, on s'amuse, on s'en fout. Mais maintenant, il faut que je tienne le volant bien droit. Tous les gestes qu'on zappe avant, on s'en foutait. Maintenant, ça devient un rituel. Ce genre de truc, avant, je le faisais. Le dépassement, pour la bande d'arrêt d'urgence. Et maintenant, non, je peux plus. Hein. C'est pas grave, je mets 20 minutes de plus, mais c'est pas grave. Même la façon de s'habiller, il faut la changer. Quand ils te voient en survêt et tout ça, ils ne se sentent tout le temps. C'est là qu'on se fait arrêter. Maintenant, il faut que je m'habille tout le temps classe et tout, bien rasé, pour montrer comme quoi on n'est pas vraiment délinquant. La perte de son permis a surtout eu l'effet d'une déflagration sur sa vie de famille. Abdel est papa d'une petite Lila, 6 ans. Ça va? Bisous, papa. Nadia, sa femme, est mère au foyer. Suite à une méningite contractée à l'âge d'1 an, Lila est devenue hémiplégique. Maman, elle a fait des cakes. Son handicap nécessite qu'elle se déplace uniquement en voiture. Ce n'est jamais Abdel qui conduit, même pour les trajets les plus basiques. Tu veux que c'est papa qui vienne te chercher à l'école? J'ai pas de permis, j'ai peur qu'il y ait la police là-bas. C'est ça. Il faut que papa qui vienne me chercher à l'école. Tout le temps. Elle réclame tout le temps ça, elle dit pourquoi il y a les enfants, des fois c'est leur papa qui les dépose, qui les récupère. Bah. Ça me touche. Hein. Elle se prive de son papa. Hein. Tous les rendez-vous, surtout sur Paris, à Necker et tout, je peux pas. J'ai peur qu'il va se passer quelque chose, ou bien surtout sur un contrôle, elle va paniquer. Puis elle a des crises d'épilepsie, hein, parce que... ouais. Et c'est ça que j'ai peur. J'arrive plus maintenant à l'emmener. Heureusement, Nadia, sa femme, a toujours son permis. Et ses 12 points. Je fais tout moi-même. Courses, les contrôles, ces rendez-vous. Et je gère mes rendez-vous. Je peux bouger entre 9h et 11h. Le matin, je dois déposer à 11h45, je dois la récupérer. Ça veut dire le temps pour moi, si j'ai un rendez-vous, par exemple, il y a un retard, je peux plus. Ça y est, je peux plus compter sur lui, comme une mère célibataire. Je sers à rien. Sans permis, non, je suis pas utile. C'est un fardeau très lourd pour elle. Un fardeau pour sa femme et un risque considérable pour Abdel. En conduisant sans permis, il s'expose à une peine de prison. En 2020, plus de 40 000 condamnations ont été prononcées, allant de la simple amende jusqu'à l'emprisonnement. À 45 ans, Raoul fait partie de ces automobilistes lourdement condamnés. Récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Ce père de famille célibataire a été condamné à 10 mois de prison pour conduite sans permis en récidive. Une peine aménagée avec bracelet électronique. C'est quand j'ai fait appel. Testé plusieurs fois positif au cannabis, Raoul a perdu son permis il y a 3 ans. J'avoue sincèrement que là, oui, j'ai fait une grave erreur et que je mérite une sanction par rapport à ça, car j'ai fumé 1 heure avant de prendre le volant. À sa condamnation s'ajoutent plus de 7 000 € d'amende et de frais de justice. Ça m'a mis une sacrée claque au niveau financier. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand on vous retire votre permis, on vous retire soit votre travail ou la possibilité d'aller travailler,
Comment vous allez payer vos amendes si vous ne travaillez plus, si vous n'avez plus de boulot et que vous ne pouvez plus aller le chercher? En fait, on vous fait rentrer dans un cercle et vous tournez en rond. Vous n'arrêtez pas de tourner en rond. Mais après, j'assume complètement ce que j'ai fait et j'assume les sanctions, même si je les trouve excessives, abusives. Voilà. Sans emploi, Raoul vit des 500 € du RSA. Malgré sa condamnation, Raoul continue de prendre le volant, nous dit-il, quand c'est indispensable. Donc là, du coup, je passe déjà par là, parce que normalement, ils sont toujours postés au carrefour là-bas. Je vais un petit peu me dépêcher, parce qu'on ne sait jamais. Ce jour-là, il va récupérer son fils au collège. Il n'y a pas d'autre choix, car il termine à une heure où il n'y a plus le ramassage scolaire. Il y a 10 km à peu près. Et même qu'il le fasse en vélo, c'est très dangereux. C'est une route de campagne, il y a beaucoup de camions qui passent et les gens se permettent de rouler à des vitesses excessives. Je préfère prendre le risque de prendre la voiture, mais au moins je suis sûr qu'il est en sécurité. Raoul n'a que 5 minutes de trajet. J'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi le plus tôt possible. Là, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. J'ai surtout peur de me faire arrêter. J'ai surtout peur de ça. Par un simple contrôle banal qui peut se transformer en prison. Donc voilà. Donc là, je suis au collège de mon fils. Raoul a la garde exclusive de son fils Rémi, 13 ans. L'adolescent sait tout des déboires de son père. J'ai bien passé la journée? Oui. Bisous. Pour optimiser sa seule sortie de la journée, un stop s'impose à 100 mètres de là. Je vais que à ce supermarché-là, car l'autre qui est moins cher, il est à l'autre bout de la ville. Et du coup, ça me fait prendre encore 2 fois plus de risques si je vais à l'autre bout de la ville. Vous faites des courses là où c'est le moins dangereux pour vous. Les céréales, il reste toujours? Non, c'est bon, il m'en reste toujours. Raoul avait pour habitude de faire ses courses au jour le jour. C'est de l'avance et puis on en prend 4 et après, ça m'évite au moins de revenir tous les jours chercher le pain. On a de très bons congélateurs à la campagne, donc congélateur. Avant de quitter le magasin, toujours les mêmes questions. C'est bon pour toi? Oui, c'est bien. Il manque rien à la maison? Non, rien. Fourniture scolaire, non, tout ça? Bon. Tout est ok? Tout est ok. T'es sûr? Sûr et certain. Parce qu'on revient pas, hein? Oui. Donc c'est bon? Sûr et certain. Bon, bah là, on est parti. Voilà, donc quand on arrive ici, je suis soulagé. Je me dis, enfin, je suis à la maison, j'ai fait ce que j'avais à faire et enfin, je vais pouvoir souffler et ne pas stresser. Un soulagement pour Raoul, mais pas pour Rémi. L'adolescent a dû arrêter d'aller à son club de football, situé à 20 minutes en voiture de leur domicile. C'est pénible parce que tous mes amis, leurs parents peuvent les emmener où ils veulent. Et moi, j'aimerais bien que ce soit normal. Tu en veux à ton papa? Non, je l'en veux pas. Je vais pas dire c'est pas de sa faute parce que si, mais il essaye de faire son maximum. Après, c'est pas facile pour lui aussi. Du coup, bah non, je lui en veux pas. Vous vous sentez coupable, vous, de lui imposer cette situation? Ah bah absolument, absolument. Un enfant, il a pas à subir les conneries que ses parents font. Je le prive dans une situation où c'est là où il a le plus besoin. Et moi, à part le renfermer à la maison, on va plus se promener, par exemple, aller à la pêche comme on pouvait aller, ou aller au cinéma, à la piscine. Non, ouais. Vous voyez, rien que de vous en parler, j'ai quasiment les larmes aux yeux, quoi. Parce que ça me fait chier pour lui. T'as besoin d'un coup de main?
Pour récupérer son permis, Raoul doit repasser le code, ainsi que des tests psychotechniques et une visite médicale. Environ 500 € de frais, qu'il dit ne pas avoir les moyens de payer. Abdel, le chef d'entreprise dans l'événementiel, a lui choisi une autre option. Faire appel à un avocat spécialiste du droit routier. Maître Franck Cohen, 19 ans de métier, 2500 dossiers à son actif. La réputation d'être redoutable pour faire sauter les retraits de points de ses clients. Lorsqu'il s'agit par exemple de radars automatiques, eh bien, nous allons demander la copie du cliché photographique qui, dans la grande majorité des cas, ne permet pas l'identification du conducteur. Lorsque l'on peut prouver que matériellement, eh bien, le conducteur n'est pas identifiable, on va pouvoir remettre en cause l'imputabilité de l'infraction. Lorsqu'une personne eh bien, a été flashée mais qu'elle n'a pas reçu le procès-verbal de contravention, on va pouvoir là aussi contester le cas échéant l'amende même majorée en expliquant que finalement, en ne lui envoyant pas la contravention, la personne a été privée du droit de contester. Et c'est sur ce terrain-là, sur ces failles de procédure, que nous intervenons pour que les droits soient rétablis. Est-ce que récupérer ces points de cette manière, c'est pas un petit peu tricher avec les lois et jouer avec les lois ? Absolument pas. J'estime qu'on est sur un système qui ne fait que s'aggraver en réalité, puisque le nombre de contrôles augmente de plus en plus. On est sur un développement particulièrement important de la vidéoverbalisation, des radars tourelles. On est sur un système qui se veut de plus en plus répressif. J'en veux pour preuve également la réduction des limitations de vitesse à 30 km/h dans certains endroits, et notamment sur Paris, qui rendent, je dirais, l'aptitude à conserver son capital de points de plus en plus improbable. Je pense qu'il y a évidemment une volonté de faire baisser le nombre de morts sur les routes qui, évidemment, correspond à un enjeu de premier ordre. Mais je pense aussi, là aussi, que certaines répressions ont plus vocation à essayer de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses de l'État. Après 1 an et demi de procédure, 2 000 € de frais d'avocat facturés à son client, Maître Cohen a une bonne nouvelle pour Abdel. Si je vous appelle aujourd'hui, c'est simplement pour vous dire qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus jamais stressé en prenant le volant, puisque je vous ai récupéré votre permis de conduire avec vos 12 points. C'est génial, ça. Oui, c'est... C'est une bonne nouvelle, celle-là, maître. Ouais. C'est génial, ça. C'est comme je sors de prison, là. Ma fille, elle doit être contente. Moi, j'ai le droit d'y aller, de la récupérer à l'école. Demain matin, déjà, de première heure, je vais la ramener. À 8 heures. Le gouvernement envisage de supprimer le retrait de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Le secret, selon Iris, est de rester discrète. C'est limitation de vitesse qui sont respectées, c'est le stop, c'est les 4 roues qui sont arrêtées. De se fondre dans la circulation, d'éviter toute infraction. Quand un feu passe à l'orange, alors que certains automobilistes fonceraient, elle s'arrête, toujours. C'est souvent sur ça que généralement on se fait choper, c'est sur des petits des oranges qui passent tout juste au rouge, des stops auxquels on ne s'arrête pas forcément. Iris roule depuis 5 ans sans permis, en toute illégalité. Elle risque 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. En 2013, elle se fait arrêter par la police alors qu'elle téléphone au volant. Elle n'a plus de points suite à plusieurs infractions au code de la route. Son permis est annulé. Elle choisit de ne pas le repasser. Je suis pas dans un truc où je ne passerai plus jamais mon permis, je m'en fiche. Non, non, j'ai vraiment pas le temps. Quand j'arriverai à dégager ce temps-là, oui, bien sûr, c'est la première chose que je ferai. Une attitude désinvolte, qu'elle assume complètement. Elle va jusqu'à modifier son itinéraire si son GPS signale une patrouille de police. Et en cas de contrôle, elle prétend ne pas avoir son permis sur elle et donne l'identité d'une amie. J'ai triché. J'ai une amie qui est au courant, qui sait que j'ai plus de permis. Je lui ai dit, si je me fais contrôler, est-ce que je peux rouler sur ton permis? Elle me dit, ouais. Je donne son nom, son prénom, sa date de naissance, blablabla. Donc au policier, vous avez donné une fausse identité? C'est ça. Iris est loin d'être la seule en France à commettre ce délit. Selon la sécurité routière, 600 000 Français rouleraient sans permis. 2 tiers d'entre eux n'auraient même jamais passé l'examen. Certains disent ne pas avoir le choix.
Jérôme roule sans permis depuis 9 mois. Comme Iris, il a progressivement perdu tous ses points. Malgré tout, ce technicien de 28 ans utilise son véhicule de fonction 5 heures par jour pour se rendre sur ses chantiers. S'il avoue à son patron qu'il n'a plus son permis, il craint d'être renvoyé. On ment, c'est du mensonge, on ment à son employeur. On est obligé, après, il nous demande de leur renvoyer les papiers de la préfecture comme quoi on a toujours bien notre permis. Mais là, j'essaye de repousser au maximum, le plus possible. En juin 2017, avec sa voiture de travail, il se fait contrôler par la police. Il est placé en garde à vue. Ils m'ont embarqué au commissariat, ils m'ont fait test d'alcool, le THC. Puis ils m'ont fouillé au corps, ils m'ont emmené comme si j'étais un grand délinquant. Ils m'ont mis les menottes et tout. La police n'appelle pas son employeur, qui ignore donc toute l'affaire. Jérôme risque 2 ans de prison, mais à son procès, son avocat lui obtient une simple annulation de permis. Plutôt que de repasser l'examen, Jérôme va contester toutes les infractions qu'il aurait commises pour récupérer ses points, donc son ancien permis. Donc j'ai pas le droit de conduire puisque j'ai pas de points, mais on peut pas me poursuivre derrière, grâce au dossier de l'avocat. Avec cette attestation, qui témoigne de la procédure en cours, s'il se fait à nouveau contrôler, le délit de conduite sans permis ne pourra plus être retenu contre lui. Des démarches juridiques coûteuses pour Jérôme, qui gagne 2100 € par mois. 4 740 €, exactement, TTC. J'ai payé une partie et mes parents m'ont aidé. Si mes parents n'auraient pas été là, j'aurais jamais pu payer l'intégralité de la somme. Mais je peux continuer à vivre comme avant, quoi. Donc travailler tous les jours, garder mon appartement. Alors qu'il est dans l'illégalité, Jérôme n'utilise pas que son véhicule professionnel. Très régulièrement, il prend aussi sa voiture personnelle. Avec sa compagne, qui n'a pas son permis non plus, et le fils de celle-ci. Ah, tu fais attention, doucement. Ça aurait de la police devant. Waouh, en plus ils sont là, mon Dieu. Dieu. Et t'as vu, heureusement que j'étais dû de ralentir, t'as vu Ah ouais. Est-ce que vous aimeriez que ça cesse, cette situation? Oui, bien sûr que si. Parce que j'en peux plus et ça m'angoisse. En plus, avec le petit, c'est un peu chaud quand même. Pour moi, je suis pas en danger. Je conduis normalement, je fais pas... ça m'arrive de temps en temps de faire des excès de vitesse, mais de 10-20 km/h, mais pas plus. Ceux qui font 50, ceux qui sont bourrés au volant, ou qui ont fumé, tout ça, non. Ça, c'est pas normal. Ces gens-là ne devraient pas avoir le permis. Même si la voiture est assurée par sa mère, en cas d'accident, Jérôme ne sera pas couvert parce qu'il roule sans permis. Tous les frais seront à sa charge. Si je commence à me dire dans ma tête je vais renverser des gens, non, il faut que je reste chez moi, je conduis plus, quoi. Non, il faut que je fasse comme je faisais avant. Dans ma tête, il faut que je sois normal, que je sois tranquille. Jusqu'à présent, j'ai rien eu, j'espère que ça va continuer. Franck a longtemps tenu le même discours. Jusqu'en 2009. Alors qu'il roulait sans permis et en état d'ébriété, il a percuté une voiture. En face, le conducteur s'est retrouvé avec de multiples fractures et 6 mois d'arrêt de travail. Ça arrivait un soir, j'avais eu un chagrin, j'ai bu de l'alcool, et voilà. C'est désormais sa femme qui conduit. Franck est un récidiviste. Il a perdu son permis 3 fois. À chaque fois pour conduite en état d'ivresse. Même après réflexion, je pense que c'est très bien que la justice m'a arrêté à temps, en fait, parce que peut-être que j'aurais fini par vraiment tuer quelqu'un, et là, ça aurait été des conséquences énormes, en plus d'avoir perdu le permis de conduire et des conséquences judiciaires. J'aurais un poids sur mes épaules que j'aurais peut-être pas surmonté. Grâce à son avocat, il évite 3 ans de prison ferme, mais écope d'1 an avec sursis. Comme il conduisait sans permis, son assurance ne prend rien en charge. Dans ces cas-là, un fonds de garantie indemnise la victime. C'est à ce fonds que Franck doit tout rembourser. 70 000 € de dommages et intérêts, donc il reste 30 000, faites le calcul, combien de temps il reste. Vous allez voir que c'est une partie de ma vie, quoi. Mais bon, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai causé des gros dommages, donc non, sur les dommages et intérêts, je dis pas, c'est normal. Franck a 3 enfants. Avec son salaire de commercial de 3 000 € brut, le calcul est simple. À raison de 200 € par mois,
il aura fini de rembourser en 2030. Si Franck s'en tire avec une lourde dette, la conduite sans permis peut avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui en sont victimes. Kevin et Sébastien sont deux amis d'enfance. Un soir de 2006, alors qu'ils n'avaient que 15 ans, l'un de leurs copains majeurs leur prête sa voiture. On sortait de là. On sortait de là. Et on a rigolé, on avait de la musique. Puis avec l'alcool, on était un peu chaud, donc on était dans l'euphorie un petit peu, sans se dire il pouvait nous arriver quelque chose. Dans cette ligne droite, Sébastien perd le contrôle de la voiture à 100 km/h et heurte un arbre de plein fouet. C'est un des trois qui sont là. Ouais. Je pensais même celui-là qui est au milieu, celui-là qui est là. Le choc est terrible. Sébastien, le conducteur, est indemne. Mais côté passager, Kevin a les jambes broyées par le moteur. Il perd connaissance et se réveillera après 3 semaines de coma à l'hôpital. Il est aujourd'hui amputé des 2 jambes. Donc on s'est dit bon, on est jeune, on est invincible, tout ça, sans penser vraiment à ce qui allait se passer juste après. Même vis-à-vis de notre famille, je voulais faire de mal à personne, je voyais tout le monde pleurer autour de moi, je me disais qu'est-ce que j'ai fait. La bêtise, je savais que je l'avais faite. Cette sensation-là, de ma vie, j'espérerais plus jamais la ressentir en fait. À l'époque, comme Sébastien est mineur, il évite la prison, mais n'aura pas le droit de passer le permis pendant 5 ans. Le propriétaire majeur du véhicule est reconnu responsable. Son assurance prend donc en charge tous les frais liés à cet accident. 1 400 000 €. Papa, il a mis ses jambes. T'es contente? Papa, c'est vrai? Tu veux toucher? Viens. C'est les nouveaux genoux à papa. Ouais. Kevin aura mis 13 ans pour pouvoir se mettre debout et faire ses quelques pas. Des années d'opérations chirurgicales, de séjours à l'hôpital, soutenu par sa femme, Manon. Il y a des moments où j'ai pleuré, mais ça m'a aidé. C'était plus pour évacuer tout ce que je subissais, entre guillemets. Les hôpitaux, les centres de rééduc. On a survécu à ce genre de choses, à toutes ces années de galère, ces séparations, ces émotions, cette tristesse, cette peine qu'on a pu avoir chacun de notre côté. Le handicap, il nous a pas freiné sur rien du tout, sur notre couple. Et puis au final, c'est ce qu'on se dit, c'est que notre histoire, au final, elle nous a soudés. Tu fais comme papa. Vas-y. Kevin n'a jamais pu travailler. Il vit avec 980 € d'allocation handicap et les 700 000 € de dommages et intérêts qu'il a obtenus. Viens. Les médecins estiment qu'il devra faire de la rééducation toute sa vie. Tu peux faire passer un peu au message, oui.